Le Canada fait face à une crise politique et économique majeure et Donald Trump compte bien en profiter. Il y a quelques jours, vous le savez si vous suivez régulièrement ce format, on analysait la volonté de Donald Trump de récupérer le Groenland. Mais aujourd'hui donc, on va analyser un autre pays menacé par Donald Trump, j'ai nommé donc le Canada. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors on en avait parlé au début du mois, le 6 janvier, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé sa démission. Il était à la tête du pays depuis près de 10 ans, puisque oui, pour rappel, au Canada, c'est bien le Premier ministre qui mène l'action de l'État. Sauf que, Justin Trudeau faisait face à une pression de plus en plus importante et une impopularité grandissante au fil des semaines. Bon, et pour être très précis, parce que je sais qu'il y a des Canadiens quand même qui nous regardent, Justin Trudeau a déclaré qu'il resterait en poste jusqu'à l'élection de son successeur. Il reste donc pour l'instant à la tête du parti et du gouvernement canadien. Initialement, les prochaines élections devaient se tenir en octobre, mais finalement elles auront lieu le 24 mars. On aura l'occasion donc d'en reparler. Alors déjà, comment expliquer la démission de Justin Trudeau? Eh bien en fait, le pays fait face à plusieurs crises et notamment à la plus grosse crise de logement de l'histoire du Canada. Une crise dont Justin Trudeau est largement tenu responsable par l'opposition et par une partie de la population. Alors déjà, il y a un taux d'inoccupation moyen, donc un taux de logement vide qui est extrêmement faible. On parle de 1,5% en 2023. Et le Canada aujourd'hui fait face en fait à une pénurie de logements sans précédent. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements, le pays devrait en théorie construire 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 pour que le coût des logements reste abordable sur le marché. Sauf que en 2023, il y en a seulement 223 000 qui ont été construits. C'est donc un chiffre bien en dessous des besoins identifiés et ça ne va pas assez vite en quelque sorte sur cet aspect. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec un nombre de logements libre qui est très limité, y compris dans des grandes villes, et bien le prix des loyers s'envole. C'est donc cette logique de l'offre et de la demande. En 2023, on a donc assisté à une augmentation de 11% en moyenne des prix des loyers au Canada, avec, vous l'imaginez, des écarts selon les villes. Et les causes de cette crise immobilière, elles sont multiples. Déjà, des coûts des matériaux de construction qui ont explosé depuis la crise du Covid, une pénurie aussi dans certains cas de main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur. On peut aussi citer la concentration de la population sur quelques grandes villes clés. On peut aussi citer évidemment une véritable spéculation sur l'immobilier qui n'a pas été régulée et qui a mené donc à une véritable flambée des prix. Enfin, dernière raison qui est mise en avant par certains dans l'opposition pour expliquer cette crise du logement, c'est la politique d'immigration de Justin Trudeau ces dernières années. Pour vous donner une idée, entre 1993 et 2012, le Canada recevait environ 250 000 personnes par an, en incluant notamment les étudiants. Et en 2023, il en a reçu 434 000, auxquels s'ajoutent 2,5 millions de travailleurs temporaires. Et donc pour certains, ça contribue en fait à déstabiliser le marché de l'immobilier avec des personnes qui vont arriver pour travailler par exemple au Canada, qui vont s'acheter assez rapidement par exemple une maison. Et d'ailleurs, ce qu'on peut noter du coup, c'est que en réaction à tout ça, le gouvernement canadien a interdit l'achat de maisons par des étrangers au Canada jusqu'en 2027, hormis quelques situations particulières. C'est une interdiction qui est en vigueur jusqu'en 2027. Bref, tout cela mène à une flambée des loyers, à des prix aussi d'achat qui font que grimper, le tout avec en parallèle des salaires qui n'augmentent pas aussi vite, ce qui met donc dans une extrême difficulté les habitants sur place. Alors je le disais, parmi les mesures, le gouvernement canadien a aussi limité temporairement les visas pour les étudiants étrangers et a encouragé la conversion de bureaux vides en logements, mais ça reste insuffisant face à l'ampleur de la crise selon l'opposition. Parallèle à tout ça, je ne vous apprends rien, il y a eu une inflation importante ces dernières années, ce qui a contribué au mécontentement de la population à de nombreuses situations difficiles, même si on peut tout de même noter, c'est un signe positif pour le Canada, que l'inflation a commencé à ralentir ces derniers mois. Bon, mais je vous l'ai dit, c'est pas qu'une crise économique, c'est aussi une crise politique. Déjà en septembre dernier, le gouvernement de Justin Trudeau avait été affaibli après avoir été lâché par son allié de gauche, le chef du nouveau parti démocratique, qui a donc mis fin à son alliance avec le Parti libéral du Canada, donc le parti de Justin Trudeau. Cette alliance, elle était essentielle pour le Premier ministre, dont le gouvernement est minoritaire à la Chambre des communes depuis les élections de 2021. Suite à ça, la situation, elle s'était aggravée. Il y avait eu la démission en décembre de sa vice-première ministre, Chrystia Freeland. Elle a quitté son poste, déclarant être en désaccord sur la gestion d'une potentielle guerre commerciale avec les États-Unis. Spoiler, on revient là-dessus
du coup juste après. Et d'ailleurs, depuis l'été dernier, il y a 9 ministres qui ont quitté le gouvernement ou ont annoncé ne pas vouloir se présenter aux prochaines élections fédérales. Enfin donc, Justin Trudeau a beau avoir échappé à plusieurs motions de censure, finalement donc, il a annoncé qu'il démissionnerait il y a quelques jours. Alors, quel est le rapport entre les États-Unis et le Canada? Eh bien, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne. Ces dernières semaines, Donald Trump a régulièrement affiché son souhait d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits canadiens dès son arrivée à la Maison-Blanche. Il est arrivé à la Maison-Blanche ce lundi et c'était exactement ce qu'il a fait. Ça devrait être mis en place d'ici une dizaine de jours. Alors on parle bien ici donc des biens canadiens, des produits canadiens qui seraient importés aux États-Unis et qui seraient donc soumis à ces droits de douane importants. Par ailleurs, Donald Trump a plusieurs fois sous-entendu que le Canada avait plutôt intérêt à devenir un État des États-Unis. Selon lui, cela permettrait au Canada de se libérer justement des droits de douane qu'on évoque ici et de bénéficier de la protection militaire des États-Unis. Il faut savoir que le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis pourrait engendrer une crise économique majeure pour le Canada. En effet, pour le contexte, près de 80% des exportations du Canada, donc ce que le Canada exporte, termine aux États-Unis. C'est donc le marché le plus important pour le Canada. Alors pour faire face à cette hausse des droits de douane qui devrait arriver dans les prochains jours, le gouvernement canadien pourrait notamment taxer à son tour certains produits américains. Par ailleurs, le Premier ministre de l'Ontario, qui est d'une province canadienne, a menacé de couper les exportations d'électricité de l'Ontario vers les États-Unis. Des menaces qui ont aussi été évoquées par d'autres élus. Et vous l'aurez compris, étant donné que la crise est du côté du Canada, il semblerait que Donald Trump actuellement soit en position de force face aux dirigeants du pays. Quoi qu'il en soit, on continuera à suivre tout ça dans les prochains jours, surtout que je sais que vous êtes nombreux sur place à suivre ce format des actus du jour. Au passage, un petit mot concernant Donald Trump avant de passer au reste de l'actualité. Je voulais faire un petit point tout de même sur les dernières annonces de Trump en complément des actus du jour qu'on a publié hier. Donald Trump a décrété l'urgence nationale à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ça permet notamment à Trump de mobiliser des militaires dans la zone pour, je cite, repousser l'invasion désastreuse des États-Unis selon Donald Trump. Mais il a aussi annoncé deux retraits, le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi le retrait des États-Unis des accords de Paris. Les accords de Paris, c'est donc ce traité international de lutte contre le réchauffement climatique. Il avait déjà d'ailleurs quitté ce traité en 2017, mais Biden l'avait réintégré ensuite. On suivra évidemment tout ça dans les prochains jours, et je le rappelle, on a publié une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format qui porte spécifiquement sur Donald Trump et pourquoi est-ce qu'il a des pouvoirs plus étendus que jamais aujourd'hui. Vous êtes près d'1 million déjà à l'avoir vu depuis dimanche. Merci vraiment pour votre confiance. On va continuer à faire des formats longs comme celui-ci. Je vous mets le lien en description si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Plus de 900 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza ce lundi, au lendemain de l'entrée en vigueur de la trêve entre Israël et le Hamas. Il s'ajoute aux 630 camions d'aide humanitaire qui sont entrés à Gaza ce dimanche, selon l'ONU, dont 300 d'entre eux qui sont destinés au nord de l'enclave. C'est donc plus que le minimum fixé par l'accord de cessez-le-feu qui prévoit au moins 600 camions par jour. Ces véhicules d'aide humanitaire contiennent notamment de la nourriture et de l'eau, alors que les 2 millions d'habitants du territoire font face à une situation humanitaire catastrophique. Parallèlement à ça, le Qatar, qui est l'un des pays garants de cet accord de trêve, a annoncé l'envoi de plus d'1 million de litres de carburant par jour pendant 10 jours vers la bande de Gaza. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a précisé que cette cargaison servira notamment, je cite, à fournir en électricité les hôpitaux et les abris pour déplacer. Deuxième actu, le président de la Colombie, un pays situé en Amérique du Sud, a décrété l'état d'urgence ce lundi suite aux nombreux affrontements entre des guérillas dans le pays qui ont fait plus de 100 morts et environ 20 000 déplacés en moins d'une semaine. En fait, des organisations rebelles se disputent le contrôle du territoire à la frontière avec le Venezuela, le sud amazonien et une zone du nord de la Colombie pour contrôler le narcotrafic dans le pays. À noter que la Colombie est le premier producteur mondial de cocaïne. Alors concrètement, l'état d'urgence permet au gouvernement de prendre des mesures extraordinaires, de débloquer des ressources financières ou encore de restreindre la mobilité au sein du pays. L'état d'urgence intérieur, qui est autorisé par la Constitution, donc la norme suprême du pays, peut être autorisé pour une période maximale de 90 jours et prolongé 2 fois. Troisième actu, en France, le président Emmanuel Macron a affirmé vouloir mobiliser, je cite, davantage
l'engage de jeunes volontaires en renfort des armées face à une accélération des menaces, en citant notamment la guerre en Ukraine. C'est ce qu'il a déclaré ce lundi lorsqu'il a adressé ses vœux traditionnels aux armées. Alors parmi ses propositions, il a notamment indiqué vouloir rénover la journée de défense et de citoyenneté, qui est une journée obligatoire pour les Français de 16 à 25 ans, durant laquelle ils sont informés sur la défense nationale et leurs devoirs de citoyens. Emmanuel Macron a dit souhaiter que cette journée devienne, je cite, un moment de temps retrouvé avec les armées, sans donner plus de précision. Il a donc demandé au gouvernement et à l'état-major des armées des propositions d'ici mai pour permettre aux jeunes d'apprendre avec les armées et d'en renforcer les rangs sans rétablir le service national obligatoire pour autant. En tout cas, la France vise 210 000 militaires en service permanent et 80 000 réservistes à l'horizon 2030. Quatrième actu, toujours en France, les infirmières en pratique avancée vont pouvoir directement recevoir des patients et prescrire des soins sans l'intervention d'un médecin sous certaines conditions, selon un décret paru au Journal officiel ce mardi. Alors les infirmières en pratique avancée, ce sont des infirmières qui ont des compétences élargies et qui ont fait 2 ans d'études de plus que les autres infirmières. La liste des médicaments, des examens et des soins qu'elles pourront prescrire directement n'a pas encore été détaillée. En tout cas, ce décret s'applique aux infirmières de pratique avancée qui exercent dans les hôpitaux, les EHPAD, les centres de santé ou les maisons de santé, mais pas celles qui exercent en libéral. Cinquième actu, en 2024, près de 40 000 animaux ont été adoptés en France selon la Société protectrice des animaux, donc la SPA. C'est moins qu'en 2023 où plus de 40 500 animaux avaient été adoptés. Cette baisse, elle est particulièrement marquée pour les chiens avec 11 683 placements, soit une baisse de 6,4%. Selon la SPA, cette baisse, elle s'explique notamment par le contexte économique difficile, mais aussi par l'abandon de chiens issus de races à la mode qui nécessitent des connaissances spécifiques et dont l'éducation demande plus de temps et d'investissement. Les adoptions de chats ont quant à elles augmenté de 2% en 2024. À noter aussi que le nombre d'animaux recueillis par la SPA a baissé de 2,5% en 2024 avec plus de 43 700 animaux abandonnés ou maltraités. Et on finit avec cette actu, la billetterie de la SNCF pour les vacances de Pâques et les ponts du mois de mai ouvrira ce mercredi dès 6h du matin. Ça concerne les trajets du 31 mars au 11 mai inclus. Il sera donc possible de réserver des billets sur l'ensemble des TGV Inouï et Intercités sur cette période. L'entreprise a précisé que toutes les destinations de Ouigo grande vitesse sont ouvertes jusqu'au 4 juillet 2025. Cette billetterie comprend donc les vacances de printemps. À noter que la SNCF a mis en place la tarification dynamique, ce qui veut dire que les prix varient en fonction de la disponibilité et de la demande. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Alors je le disais, pour plus de vidéos, que ce soit des interviews ou des décryptages, rendez-vous sur notre chaîne dédiée au grand format que je vous mets en description. On a aussi lancé un nouveau podcast récemment, c'est en fait nos interviews en version audio. Je vous mets le lien directement en description ou alors vous tapez Hugo Décrypte Interview sur Spotify, Apple Podcast ou autre, vous allez pouvoir le trouver. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.